c'est quand même inimaginable ce qui se passe. Et dire que ça a commencé par des subprimes, ok. Dire qu'il y avait des déséquilibres, c'est vrai. Enfin, pour en arriver à ce point-là, ou bien on avait quand même affaire partout à des bulles, à des revenus et des situations virtuelles, ou bien c'est un manque total de confiance auquel nous assistons. Je crois que c'est un mélange de tout. Il y a une bonne partie de spéculation qui s'est évanouie, ou qui maintenant va dans l'autre sens, mais il y a une bonne partie de psychologie, à mon avis, derrière tout ça. Ça ne peut pas être... tout ça ne peut pas être absolument la réalité, ou bien on n'a pas vécu la réalité avant. Ce n'est pas possible. Le monde n'a pas changé d'un moment à l'autre de cette façon. Si c'est psychologique, en partie en tout cas, ce que je crois, c'est qu'il faut travailler là-dessus aussi. Ce que je dis ici, je ne vais pas commencer à le dire en public, car les gens vont aller chercher leur argent et vont le mettre en dessous du matelas. Mais il reste cette situation qui est une photo du moment, mais où nous savons qu'il y a des déséquilibres qui persistent. Si maintenant Obama veut, je ne sais pas, 820 ou 830 milliards de dollars, il veut l'injecter dans l'économie américaine, il va chercher où? Faire travailler la planche à billets, lever des fonds. S'il lève des fonds, c'est qui? Si les États européens vont devoir lever des fonds pour continuer à soutenir certains secteurs, on va aller chercher où l'argent si on ne joue pas avec la planche à billets? C'est ça le problème essentiel. Qu'est-ce qui va se passer sur les marchés des capitaux? Et donc, est-ce que le fait aussi d'injecter autant d'argent, est-ce que le fait de pousser les banques à donner un maximum de crédit pour le moment, pour dépasser cette limite, est-ce que là on n'est pas en train de refaire le jeu qui a été fait finalement par la Fed il y a quelques années? On doit faire cela pour le moment. On doit baisser les taux d'intérêt. Mais on doit savoir que finalement on se retrouve dans une situation qu'on a déjà connue. Et donc il faut faire énormément attention et ne pas dire le miracle ne vient que par la baisse des taux d'intérêt. Il y a d'autres dangers qui se pointent à ce moment-là. Donc, essayez de ne pas avoir une nouvelle bulle. On ne sait pas très bien non plus, en raison de la transparence des chiffres, je ne dirais pas inexistantes, mais enfin, à mettre en doute quand même ce qui se passe vraiment en Chine, ce qui se passe vraiment en Russie, ce qui se passe vraiment en Inde, ce qui se passe vraiment au Brésil. On ne le sait pas très bien. On a peut-être une vue assez claire, je pense du moins dans nos pays, ce qui se passe dans les différents secteurs, mais c'est difficile à suivre ce qui se passe dans certains pays qui sont quand même, au niveau de la dynamique, d'une importance capitale. Donc, si je reviens à l'Europe en tant que telle, je crois que on voit, et on l'a vu ces derniers jours, ces dernières semaines, il y a une disparité du niveau de compétitivité qui se fait à l'intérieur de la zone euro. Vous avez la Grèce qui a des ratios maintenant totalement différents de l'Allemagne, du Luxembourg, mais on est dans la même zone monétaire. Ça ne peut pas continuer. Il faut une réaction. Et comment mettre en place sans réformes structurelles qui font mal? C'est pas facile pour le moment. Mais cette disparité, moi en tout cas, me fait un peu peur. Quant au secteur financier, qui est quand même le secteur porteur pour nous, quelles sont les perspectives? Vous voyez ce qui s'est passé avec la KB ces derniers jours, qui se retrouve apparemment aujourd'hui à 80, hier c'était à 63%. Ils avaient perdu 63% en une semaine. C'est pas normal. La KB n'est pas venue d'un jour à l'autre une banque à qui on ne peut plus faire confiance. Il y a une bonne partie d'une spéculation sous-jacente. Mais j'ai un peu peur de tout cela. Je vois que dans les pays comme la Grande-Bretagne et autres, on commence à parler des deuxièmes tours. Des deuxièmes tours pour les banques. Et c'est vrai que
on n'a pas encore assisté à de grosses faillites au niveau de ce qu'on peut appeler l'économie réelle. Ce n'est pas exclu. Il y a des faillites, mais pour le moment, ce n'est pas encore les faillites fracassantes. Heureusement. Heureusement. Car ça va entraîner au niveau des actifs des banques, à nouveau, de tout gros problèmes. Et donc, ça va être un enchaînement. Il faut avoir le secteur financier à l'œil. On n'est pas sorti de l'auberge. On a stabilisé en novembre la situation, on l'a redressé un peu, on l'a stabilisé, heureusement. Peut-être qu'avec une recrudescence d'une certaine confiance générale dans ce moteur que peuvent quand même encore, et c'est quand même étonnant, qu'on s'adresse aux États-Unis pour le moment, c'est que nous, on regarde ce que font les États-Unis. L'Europe, qui a un PIB plus grand, qui pourrait faire plus, regarde ce que fait Obama. Et pourquoi? Parce que là, vous avez une administration, vous avez un personnage, mais enfin, ici, vous avez encore toujours les 27 pays. On essaye de coordonner, mais très souvent, on essaye aussi d'expliquer ce qu'on voudrait coordonner. Et donc, je crois que on n'est pas au niveau où on peut dire le flux interbancaire est ce qu'il faut. Il s'est amélioré, mais il persiste des problèmes. Et puis, est-ce que les gouvernements vont vraiment devoir décider, comme en Belgique, on est en train d'y réfléchir, ce qu'on appelle une bad bank? Je me suis dit, mais c'est quoi ça? Bad bank? Qui prend toutes les saloperies. Oui, mais c'est qui paye? À la fin, il y a toujours quelqu'un qui doit payer ces saloperies. Hein. Mais ils sont en train de réfléchir à des modèles pareils. Ça me semble quand même assez spécial comme opération. Je ne sais pas où se trouvent les dettes des cartes de crédit américaines pour le moment. Ont été titrisées. Elles se trouvent où? Je ne sais pas. Je crois qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas. Je préférerais le savoir. Et puis à la bourse, franchement, on a vécu une période dingue avec l'évolution du baril de pétrole, avec l'évolution de la pomme de terre et du blé. Hein, la pomme de terre et le blé qui sont devenus des éléments de spéculation, c'est quand même remarquable aussi. Hein. Mais on est revenu au moins dans des parages normaux. Rappelez-vous, encore il y a quelques mois, on a dit que c'est les biocarburants qui ont fait tout ça. On continue à produire la même quantité de biocarburants et le blé, tout ça, a diminué. Le maïs a diminué, mais on continue à produire des biocarburants. Tout ça pour vous dire, les médias jouent un rôle important. Les médias ont gonflé cette histoire fin contre de l'essence. Qu'est-ce qu'on s'est fait rabattre les oreilles là-dessus? Et finalement, on constate, c'était pas là le problème. Le problème des prix n'était pas là. Les aliments ont baissé maintenant. Et finalement, le biocarburant, il est toujours là. Il n'y en a pas plus, il n'y en a pas moins, mais il est toujours là. Pour vous dire qu'on suit parfois des évolutions où c'est un peu comme les animaux. Hein. On suit le troupeau, on va à gauche, hop, maintenant de l'autre côté. Les Verts m'ont toujours dit, mais pourquoi tu ne fais pas plus? C'était en avril l'année passée. Pourquoi tu ne fais pas plus au niveau des biocarburants? En septembre, ils m'ont interpellé, mais c'est impossible ce que vous faites là. Donc, juste l'inverse. Juste l'inverse.